Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans, changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de la rentrée et de la reprise pour mettre en place vos bonnes résolutions. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Si vous avez toujours rêvé d'être la meilleure version de vous-même, de travailler sur vous pour développer votre plein potentiel, ou bien de vous changer, passez votre chemin, ou tendez l'oreille justement, car cette posture est à 1000 lieues de celle de mon invitée du jour. Coach et entrepreneur, elle aspire à ce que chacun cultive l'amour et trouve en soi sa lumière pour l'exposer au monde, et ainsi l'emplir un peu plus d'amour. Elle le fait à travers ses conférences, et notamment sa méthode Conscience Créatrice. Mais, dans son livre « Déployer l'amour de soi », nulle question de méthode, de recette toute faite, elle donne ici des pistes pour que chacun chemine et se connecte à son amour de soi, à sa façon. Bonjour Chloé Bloom et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse aussi de cette introduction qui m'a fait beaucoup sourire. Eh bien écoute, avec plaisir. Je fais une mini-annonce en ce début de podcast car toi j'ai pu t'expliquer. Mais pour nos auditeurs qui se demanderaient pourquoi ma voix n'est absolument pas normale, j'ai fait un petit chaud-froid au cours de ces dernières semaines. Mais ça devrait aller mieux pour les prochains épisodes. Ceci est un épisode un petit peu inédit en termes de sonorité vocale. Voilà. Alors Chloé, on va commencer avec la première question un petit peu pour lancer tout ça. Comment t'est venue l'idée de ce livre ? Alors en fait, ça fait un moment que j'ai envie de partager des messages un peu spécifiques justement sur l'amour de soi parce qu'en fait, j'ai toujours été un petit peu déçue de ce qui était déjà véhiculé sur cette notion-là. En fait, moi, à la base, vraiment, quand je connaissais rien à l'univers du dev perso, j'étais pas du tout plongée là-dedans, je me rendais bien compte que je m'aimais pas et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à cet univers-là, j'ai essayé plein de choses et j'ai découvert aussi plein de conseils que je trouvais en fait très superficiels. Donc, j'ai voulu commencer à faire passer des messages qui étaient plus appropriés selon moi, bien sûr, et qui me ressemblaient aussi plus, et qui n'étaient pas juste le fait de répéter des affirmations positives et se dire « je t'aime » dans le miroir. Et puis, donc je l'ai fait par des podcasts, par des choses comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, les mots, ça a un poids très particulier. L'écriture, pour moi, c'est quelque chose de très spécifique aussi. J'écris depuis que je suis petite. Et un livre, en plus, c'est vraiment un objet qui a un poids, qui a une empreinte, qu'on trimballe un peu partout. On peut prendre des notes. Ça a vraiment une énergie particulière. Et en fait, c'était une évidence quand on m'a proposé justement d'écrire un livre. En fait, c'était une évidence que ce soit sur ce sujet-là pour vraiment porter ma voix. Et un peu comme si, tu vois, j'étais un peu dans un combat de révéler la vérité ou d'aller un peu à l'encontre de toutes ces conneries, selon moi, sur l'amour de soi. Et tu dis que l'amour de soi, c'est pas une attitude sociale ni un trait de personnalité. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous expliquer cette grande notion de l'amour de soi ? Ouais, en fait, pour moi, l'amour de soi, c'est
comme une pratique. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, que c'est un peu comme le yoga. En fait, le but de l'amour de soi, c'est pas d'arriver à être une personne qui s'aime et qui est dans l'ultra bienveillance, c'est que moi je suis quelqu'un qui m'aime, etc. En fait, c'est plus juste une pratique, un chemin, parce que selon moi, c'est un chemin de vie, en fait. C'est vraiment un travail à faire quasiment à vie, en fait, même si on évolue et on progresse. Donc, je dirais que c'est plutôt, en fait, une relation à soi qu'on va constamment entretenir, des méthodes de pensée à adopter, une manière en fait de travailler avec soi main dans la main, et c'est vraiment pour moi une pratique qu'on va en fait conscientiser de plus en plus. Plus on va en fait développer sa métacognition, plus justement on va être conscient de l'amour qu'on a besoin d'apporter ou pas, etc. et comment on progresse. Mais c'est une pratique en fait, c'est pas un but du tout. Oui, c'est une pratique qui part du principe qu'on est justement quelque peu déconnecté de cet amour de soi. Comment, selon toi, on a oublié cette nature profonde? Parce qu'au fond, on est tous qu'amour, si je peux dire ça comme ça. Et au final, développer l'amour de soi, c'est loin d'être une évidence. Comment on en est arrivé à ce stade, à se déconnecter de cet amour de soi? Je pense que ça part en fait tout simplement du principe qu'on est des êtres humains incarnés dans un monde de dualité. Tout est séparé, le haut, le bas, le chaud, le froid, le blanc, le noir, tout est duel. On est vraiment dans ce monde de séparation où tout est séparé, et c'est très simple pour qu'on puisse en fait même se définir moi comme étant différent de toi, etc. On est dans ce monde de dualité. Mais ce qui fait qu'on a tout le temps tendance à toujours tout séparer au lieu d'unir les choses, tu vois. On est tout le temps, comme dirait notre ami Franck Lopvet, en train d'être dans le monde du ou plutôt que le monde du et. Et donc, cette attitude un peu de séparation qui est complètement liée à l'ego fait aussi qu'en fait, on ne voit pas l'union et le lien dans les choses qui sont là. Et par rapport à l'amour, en fait, ça part tout simplement du principe que du coup, vu qu'on ne voit pas qu'en fait cet amour, il peut déjà être là et qu'il peut déjà partir de soi, on va passer notre temps à aller le chercher à l'extérieur, à courir après dans le regard de nos parents, de nos profs, de nos enseignants, de nos supérieurs, de nos enfants, du voisin, du sexe opposé, ou peu importe en fait. On va chercher, parce qu'en fait, on se sent séparé. Et c'est, je crois, la quête de l'être humain, c'est qu'on est dans un monde de séparation, et qu'on passe notre temps à se sentir séparés, alors qu'en fait, on n'est ni séparés, et on n'est pas non plus dans un monde de séparation. Dans notre cœur, notre nature, comme tu l'as dit toi-même, c'est l'amour et c'est le lien. Et d'ailleurs, pour tout un chacun qui serait dans cette posture de déconnexion de soi, tu préfères parler de désamour de soi plutôt que de manque d'amour. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce choix de terminologie? Ouais, bien sûr. En fait, le manque, en fait, ça signifierait qu'on n'en a pas. Qu'on n'en a pas assez et qu'on en a besoin. Et quand il y a un manque, si tu veux, c'est comme si on avait une petite fiole vide à l'intérieur de notre poitrine et on considère que c'est la fiole de l'amour. Et en fait, si tu manques d'amour de toi, ça veut dire que ta fiole, elle n'est pas assez pleine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller tout le temps chercher à l'extérieur ou à ton voisin s'il peut pas te donner un peu de ce qu'il y a dans sa fiole, tu vois. Tu vas être dans ce troc-là, en fait, constamment. Alors que si tu parles de désamour, le désamour, c'est en fait, je ne manque de rien, mais c'est qu'en fait, j'ai ce sentiment où je ne suis pas capable d'aimer ce que j'ai là. Et le désamour, c'est ça, c'est vraiment différent du manque d'amour. L'amour est déjà là, je ne sais pas le pratiquer, je ne sais pas le reconnaître, je ne sais pas le voir, et je suis dans le désamour parce qu'en fait, je ne suis pas capable d'aimer ce qui est déjà là. Et du coup, là, toi, dans ce livre et dans ton chemin de vie en général, tu as expérimenté tout un tas de chemins et de méthodes, un peu plus ou moins, pour se reconnecter à ça. Et parmi les obstacles dont tu parles, et je pense qu'on peut tous facilement identifier, il y a cette manière qu'on a de tous mettre des masques quand on se retrouve en société, et même pas forcément en société devant beaucoup de monde, même parfois dans l'intimité. Comment, par contre, on peut différencier ces masques que l'on porte de simplement des traits de personnalité? Comment savoir quand on est dans le vrai et quand on est dans le masque et le théâtral, on va dire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir? C'est ça la question. Jolie réponse. En fait, pour moi, ce masque, c'est une stratégie, un moyen, une attitude de protection qu'on va mettre, en fait, tout simplement pour être sûr d'être aimé par ceux qu'on est en train de fréquenter ou quoi que ce soit, et pour protéger la vérité. Comme si, en fait, je suis pas assez beau ou une pas assez belle personne pour que vous m'aimiez, donc moi, je vais mettre un masque. Le masque du timide, le masque du gentil, le masque de l'élève parfaite, etc. Mais tu sais, ces masques, quand tu y crois, ça vient des traits de ta personnalité. Donc en fait, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Je pense que ce que nos auditeurs peuvent plus comprendre, peut-être, c'est le fait qu'en fait, ces masques sont souvent aussi des traits de personnalité parce qu'en fait, tu t'y accroches et tu finis profondément par y croire. Mais en fait, ceux qui te font souffrir, ceux qui te font te sentir seul, ceux que tu mets tout le temps et qu'au final, tu regrettes ou que tu te sens seul ou que tu te sens séparé et qui ne changent pas ton état intérieur et qui ne te font pas te sentir plus aimé,
Cela, c'est que c'est des masques dont il faut se dépouiller. Oui, c'est des idées auxquelles on s'accroche et qui ne sont finalement pas nécessaires. Dans ce prolongement, tu expliques que apprendre à s'aimer ne veut pas pour autant dire se changer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Parce que c'est vrai que je disais en introduction, on est souvent tenté de travailler sur nous, d'aller vers cette meilleure version de nous-mêmes qu'on nous vend un peu à tort et à travers sur les réseaux sociaux, notamment par le corps, change-toi, mange mieux, fais du sport, tu deviendras la meilleure version de toi-même, tu ne seras jamais aussi heureux que quand tu seras la meilleure version de toi-même. Et on a tous tendance à vouloir tendre vers ça. Pourquoi c'est finalement pas du tout une bonne idée ? En fait, moi, j'ai essayé pour me rendre compte que c'était pas une bonne idée. Donc, moi, je suis tombée dans les régimes à restriction, le fitness, la chirurgie esthétique, etc., en me disant, en fait, je vais changer tout ce que j'aime pas déjà physiquement, et puis comme ça, je pourrais m'aimer. Ça n'a jamais marché, ça n'a fait que me créer des complexes en plus, et c'est comme ça que j'ai percuté qu'en fait, le problème, il venait absolument pas de l'extérieur. Si je n'aimais pas mon image, le problème n'était absolument pas mon image. C'était la perception que j'avais de moi-même. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes et qu'on mélange tout le temps, en fait. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est différent de ce qu'il y a vraiment à l'extérieur, tu vois. C'est juste une perception. Et j'ai aussi essayé de changer à l'intérieur, évidemment, parce que également dans tout l'univers du développement de soi et de la conscience, il y a beaucoup ce truc aussi de devenir la meilleure version de soi-même, devenir une personne plus douce, plus bienveillante, plus dans l'acceptation, le non-jugement, etc. Et en fait, en faisant ça, on recrée des injonctions. On recrée un espèce de comportement en fait, il faut que je devienne une personne bienveillante et dans l'acceptation pour être une bonne personne. Pour moi, ça, c'est du bullshit. On est déjà des bonnes personnes. En fait, tant que tu veux essayer de changer quelque chose à l'intérieur de toi, c'est que tu n'acceptes pas cette chose à l'intérieur de toi. Donc, c'est que tu ne l'aimes pas, en fait. C'est même pas un paradoxe. C'est juste très logique, en fait. Tant que tu veux changer ce qui est là, c'est que tu n'aimes pas ce qui est là. Et quand tu commences à apprendre par aimer ce qui est là, tu vois que ça commence à changer. C'est comme pour le travail de l'ombre. Mais tant que tu veux changer quelque chose en toi, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que tu penses que si c'était autrement, tu t'aimerais plus. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des choses, on confond déjà l'envie de vouloir être une meilleure personne et le fait que ça va forcément nous rendre plus heureux. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on confond et toi, tu trouves que c'est important de le redéfinir. C'est des notions qu'on utilise souvent à tort et à travers et au final, on ne sait même pas vraiment ce qu'on met dedans. Tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, que tu différencies et qui, au final, font sens. Est-ce que tu peux redonner ces petites définitions, histoire qu'on pose aussi le cadre de quoi on parle et qu'est-ce qui est important de retenir, au final ? Bien sûr. Pareil, pour moi, c'est vraiment une distinction que je ne faisais pas. Et c'est en fait le problème de beaucoup de gens qui ont beaucoup confiance en eux ou qui ont de l'estime d'eux-mêmes, qui en fait ne s'aiment pas et ne se rendent jamais compte qu'ils ne s'aiment pas. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils ne progressent pas dans leur sentiment de bien-être ou de plénitude dans leur relation aux autres et à eux-mêmes. La confiance en soi, si tu veux, c'est vraiment le fait de savoir et de pouvoir compter sur des ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour faire face à un problème. Donc moi, si j'ai confiance en moi, c'est parce que je sais qu'en fait, j'ai toutes les capacités qu'il faut pour rebondir face à un problème ou pour trouver une solution. J'ai hyper confiance en moi dans certains domaines et dans d'autres pas du tout parce qu'en fait, je ne sais absolument pas si j'ai les ressources nécessaires pour ça. L'estime de soi, c'est plutôt qu'est-ce que je vaux. Tu vois, c'est quoi ma valeur ? C'est quelle est la valeur que je me fixe et à quoi c'est lié. Et ça, l'estime de soi, c'est très temporaire parce que c'est pas tellement lié à des compétences, c'est plutôt lié à la valeur que tu perçois de toi-même. Donc par exemple, moi j'ai été dans des relations amoureuses où j'avais une estime de soi plus bactère parce que je me sentais rabaissée, je me sentais humiliée, je savais pas poser mes limites, etc. Et il y a d'autres domaines dans lesquels j'ai une très bonne estime de moi parce que je sais que j'ai une bonne, entre guillemets, valeur dans le domaine. Et l'amour de soi, c'est complètement autre chose. C'est à quel point tu es capable de te sentir aimé et de ressentir de l'amour pour toi-même, indépendamment de tout ce que les autres te disent à propos de toi ou pensent à propos de toi ou te donnent. Indépendamment de tout ça. Est-ce que quand t'es juste toi et toi-même, en dehors de ton statut, de ton métier, de ton salaire, de ton mec, de tout ça, à quel point tu ressens de l'amour pour toi-même ? Et il y a aussi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que typiquement la confiance en soi et l'estime de soi, c'est des valeurs, c'est des choses qu'on estime souvent comme étant quelque chose d'absolu et où une fois que tu l'as, cette personne elle a confiance en elle, ça se voit et si t'as pas confiance en toi, il faut gagner de la confiance en soi et une fois que tu l'auras, c'est bon, t'auras tout gagné. Alors que finalement, comme tu le dis, il y a des domaines dans lesquels tu peux avoir une confiance en toi très très haute parce que tu sais que tu vas réussir et gérer et d'autres où ça l'est pas et c'est ok finalement et c'est donc après de là que si j'ai bien suivi, que peut découler ton amour de soi, de se dire c'est ok, si à ce moment-là j'ai une confiance à 10 000 et là à moins 50, mais c'est tout, c'est comme ça que je suis, que ça se passe et c'est pas pour autant que je vaux moins qu'un tel ou un tel. Exactement, l'amour de soi va permettre de guérir et d'unifier tout ça en fait.
Et c'est vrai qu'avec ces notions de confiance et d'estime, on a souvent tendance aussi à en profiter pour fixer des étiquettes un peu sur les gens, comme sur tout. Comment fait-on pour se sauter de ces étiquettes et essayer de voir au-delà de ça, accepter un petit peu la nuance et faire en sorte que, de se rendre compte que tout est relatif et que c'est trop simple de mettre ces étiquettes pour dire il est timide, elle est égocentrique et tout un tas d'autres gros traits qu'on aime bien utiliser et placarder sur les gens. Ouais, les jugements. Mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain en fait de faire ça, de mettre des étiquettes. En fait, c'est rassurant. C'est rassurant de comprendre que, lui, il est comme ça et pas moi. Tu sais, en fait, c'est très rassurant pour l'ego. C'est très rassurant. Encore une fois, ça entretient la séparation. De dire cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça, et moi, je suis comme ça, etc. Donc c'est très rassurant. En fait, ça crée de la séparation, ça crée des repères. Sauf qu'en fait, ça crée pour moi une boîte qui est beaucoup trop petite pour nous. Et en fait, pour moi, quand on se met une étiquette, en fait, c'est comme si on essayait de bourrer un rond dans un carré. Tu sais, quand t'es petit, que tu joues à ce jeu-là, en fait, c'est ça. En fait, t'es beaucoup trop grand pour te coller une étiquette ou d'essayer de te mettre dans une petite boîte, sauf qu'en fait, tu perçois pas à quel point t'es vaste. Donc, si tu penses que t'es une telle étiquette, sache que t'es exactement son contraire également, mais que t'en es aussi tout un millier d'autres, finalement. Et c'est aussi ce travail avec l'amour de soi, c'est... J'apprends à me décoller des étiquettes que je me colle depuis que je suis petit ou qu'on m'a collé depuis que je suis petit. Moi, on m'a toujours dit que j'étais bordélique et j'ai toujours entendu ça. Et en fait, j'ai découvert à 20 ans que j'étais pas bordélique, que j'avais aussi des traits de maniaque, j'étais aussi quelqu'un de très organisé, etc. Comment j'ai découvert ça ? En apprenant à regarder de manière un peu plus large et en apprenant à aimer toutes ces parts de moi que je refusais de voir. L'amour de soi, ça te rend plus vaste. Et justement, comment on peut parvenir à aller au-delà de cet état de séparation de nous-mêmes et voir au-delà de ces étiquettes et justement, comme tu l'as si bien dit, là, te rendre compte que c'est pas parce que tout le monde t'a toujours dit que t'étais bordélique que effectivement tu étais bordélique. Ouais. En fait, pour moi, la première chose à faire déjà, c'est d'arriver à prendre du recul face à ce qu'on pense de soi. Il faut arrêter de s'identifier à nos pensées, en fait. Donc, quand tu penses quelque chose de toi et que tu te répètes tout le temps « je suis je suis timide, je suis bordélique, je suis propre, je suis comme ceci, je suis comme cela », en fait, déjà, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on se décrit d'une certaine manière, c'est une étiquette qu'on est en train de se mettre. Donc la question, c'est plutôt « et si j'étais aussi autre chose ?» Et dans quel domaine de ma vie je suis aussi autre chose ? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie dans lesquels je suis, je sais pas, maniaque, ordonnée, organisée ? Regardez un peu tout ça en fait. Donc c'est encore une fois se poser des questions, se désidentifier des choses, développer sa métacognition. Mais c'est aussi aller expérimenter un max de choses parce que c'est à travers les expériences de vie qu'on se découvre des nouvelles capacités, qu'on se découvre de nouvelles... on peut dire étiquette, mais surtout qu'on se découvre en fait tellement plus vaste. Tu vois, moi je me suis toujours dit, moi je sais que je suis pas du tout artiste, etc. Je suis très organisée, etc. Puis en fait je me suis rendu compte en essayant des tas de choses que j'étais douée dans plein de domaines qui sont hyper artistiques et je me dis mais en fait je suis aussi artiste. Et c'est comme ça pour plein de choses. Je pense qu'il faut tester et vivre pour se découvrir plus large que toutes ces étiquettes. Ouais. Et s'autoriser et aller chercher plus large justement, se dire c'est pas parce que effectivement dans tel domaine ou pour telle situation je suis comme ça. Ça veut dire que impossible que je sois de l'autre, l'opposé dans d'autres situations. C'est vrai qu'il faut aussi penser à modifier un peu ces propres barrières qu'on peut se mettre, à se dire oui mais on m'a toujours dit que moi par exemple je fais tout en dernière minute. Je ne sais pas m'organiser à l'avance. Et au final, je me rends compte que c'est pas tant ça au final. J'arrive à m'organiser et c'est pas parce que je suis en dernière minute pour certains travaux particuliers que pour d'autres, il n'y a pas moyen que je vois beaucoup plus loin, beaucoup plus largement. Et c'est vrai que c'est compliqué de parfois passer au-delà de ces barrières qu'on se met seul. C'est compliqué parce qu'en fait, ça vient bousculer l'ego qui te définit en fait. C'est comme ça que tu te définis depuis toujours. Donc en fait... Si du jour au lendemain, tu découvres que t'es pas du tout comme tu te décris depuis des années, t'es qui ? Et tu sais, c'est ce qui fait peur à la majeure partie des gens. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont le courage de construire des empires, des business, de monter l'Himalaya. Il y a très peu de gens qui ont le courage de creuser à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de découvrir qui ils sont. C'est simplement ça, en fait. C'est se donner l'autorisation de redécouvrir qui t'es de manière plus large et en dehors des boîtes. Et le problème, c'est aussi que ça fait peur parce que tu te dis, oui, mais du coup, si je suis différent de qui j'ai toujours été, est-ce que les gens vont continuer de m'aimer ? Est-ce que mes parents vont encore m'aimer ? Est-ce que mes amis vont me valider ? Est-ce que je suis comme ceci ? Est-ce que je suis comme cela ? Et vu que t'as pas encore assez d'amour de toi, t'es pas capable d'avoir assez de sécurité intérieure pour prendre ce risque-là. D'où le fait de, je commence par aimer tout ça, et puis petit à petit, j'arrive à prendre le risque, et tu rentres dans un cercle vertueux, en fait. Et cet amour de soi, ça passe aussi, donc tu le disais, par
par les relations, même si sans se construire par rapport aux autres, on est de toute façon tout le temps en interaction avec l'autre. Donc c'est important aussi de bien construire ces relations. Tu dis que même si c'est parfois complexe, c'est important de mettre des limites, de savoir dire stop. Pourquoi ça et comment faire quand c'est pas quelque chose qu'on a appris et qui vient assez naturellement? C'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis en plein dedans là plus que jamais. Je crois que c'est le plus gros challenge que j'ai jamais vécu à ce niveau-là en ce moment. En fait, le fait de poser ses limites, c'est le fait de savoir ce qui est OK et ce qui est pas OK pour toi, mais c'est aussi de savoir faire respecter ça pour l'autre en fait. Et tu vois, pour parler de mon expérience là-dedans, moi j'ai toujours eu énormément de mal à poser mes limites parce qu'en fait j'étais persuadée que si je posais une limite et je disais un non ou un stop, j'allais décevoir, on n'allait plus m'aimer. Donc qu'est-ce que je fais quand je fais ça? En fait, je donne un faux consentement. Je dis non, je ne veux pas, mais oui, prends-moi. Donc je donne l'autorisation de me faire, entre guillemets, abuser, donc ça peut être dans plein de sens du terme, même intellectuellement, etc. Je donne l'autorisation de me faire abuser. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je place l'autre en bourreau, en fait, et moi je me positionne en paillasson. Donc je suis une victime, je ne sais pas faire respecter mes limites, je me sens abusée, ça me crée plein d'émotions que je vis ou que je refoule, peu importe, mais tout ce qui n'est pas exprimé, ça s'imprime comme il faut. C'est comme ça que j'ai commencé à développer des soucis de santé et des choses comme ça. Et en fait, tant que tu ne poses pas tes limites, tu peux pas être dans une relation ni d'amour à toi, ni d'amour à l'autre. Tu es dans une relation où en fait, tu ne te respectes pas, tu recherches l'amour de l'autre, et l'autre ne respecte pas ce qu'il faut non plus pour toi. Donc juste le fait déjà de poser ses limites, c'est je m'aime assez pour prendre le risque que ça ne te plaise pas et que peut-être que tu m'aimes plus, mais je m'aime assez pour me respecter. Au fond, la clé, c'est de se responsabiliser, c'est de prendre pour soi le contrôle, reprendre le contrôle de sa vie quelque part, de ne pas sans cesse le placer dans le regard des autres, dans la manière dont les autres nous traitent. C'est vraiment reprendre les rênes finalement. Ouais, et ça, c'est, je pense, une des notions qui est la plus difficile à faire comprendre, en tout cas dans mon métier, parce qu'on confond toujours responsabilité avec culpabilité. Oui. Et qu'on est dans une ère où, quand on parle de responsabilisation, on nous dit que c'est des discours ultra culpabilisants, alors qu'en fait, t'as tout dit, c'est exactement ça. En fait, le fait de se responsabiliser et de se dire, en fait, moi, là, dans cette situation, je suis responsable de quelque chose. Ça veut pas dire que je suis coupable, ça veut dire que j'ai un pouvoir que je peux placer pour redéfinir ce qui est juste pour moi. Dans cette situation où cette personne ne respecte pas mes limites, et prend trop de place, etc., je peux avoir le pouvoir d'avoir une discussion qui est très désagréable et qui est difficile, mais je peux le faire. Et ça, je peux en être responsable. Donc c'est en effet, ok, quel est mon pouvoir ? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir là, tout de suite, maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai ? Ça veut pas dire qu'on a tous le même pouvoir dans toutes les situations, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et comment je peux me responsabiliser de cette situation ? Parce que tant que je remettrai mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, je suis en train de laisser les autres créer à ma place et décider ce qui est bon à ma place. Et après, tu te retrouves dans une vie qui est complètement à côté de tes pompes, en fait, qui est pas la vie dans laquelle tu es heureux. Oui, et au final, après, c'est ça qui peut déclencher justement des crises ou des moments qui peuvent alors être féconds ou totalement destructeurs. Et en parlant de ça, est-ce que l'amour de soi peut s'apprendre à tout âge ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir quand même eu un passif, d'avoir vécu sa vie et d'avoir ce fameux déclic, en espérant qu'il soit fécond, pour commencer vraiment à travailler, à prendre ce chemin ? Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être enseigné le plus jeune possible. Mais je pense que on est tous amenés à cheminer dessus à un moment de notre vie où en fait, on peut plus faire autrement, tu vois. Et par exemple, tu vois, quelqu'un qui a jamais ressenti profondément ce désamour-là, il va peut-être être moins amené à marcher sur le chemin de comment est-ce que je vais apprendre à m'aimer que quelqu'un qui est européen, à qui on a toujours enseigné ça. Et c'est vrai que le chemin de l'amour de soi, tu commences à cheminer dessus justement quand tu fais face à des obstacles, quand tu fais face à des situations un peu d'ombre ou à des choses qui sont un peu douloureuses et t'es pas obligé d'avoir un passif horrible. Tu vois, moi, c'est pas du tout le cas et j'ai eu une enfance hyper heureuse, j'ai eu énormément d'amour de la part de mes parents. Franchement, j'ai eu une enfance géniale et malgré ça, je m'aimais pas en fait. Et ça a bousillé plein de mes relations et plein de mes statuts et physiquement aussi. Et voilà, il y a eu plein de choses. Donc, je pense que ça peut être enseigné vraiment à tout âge et ça devrait l'être en fait. Ça devrait l'être et ce message, on devrait le communiquer à beaucoup plus de monde. Le problème étant qu'on est dans une société où on nous apprend à changer plutôt qu'à aimer ce qui est déjà là. Et en parlant de ce que la société nous fait un peu ressortir et être, tu parles de fausse humilité. J'ai vu que tu en avais parlé assez récemment dans un de tes posts. C'est quoi la fausse humilité ? Pourquoi c'est un problème aujourd'hui ? C'est le fait de se faire plus petit que ce qu'on est.
constamment. C'est assez français, même si je sais que ça existe c'est aussi une culture qui est présente dans d'autres pays. Mais c'est cette idée de jamais trop reconnaître sa lumière, jamais trop lumineux. Faut pas être trop heureux, faut pas être trop lumineux, faut pas être trop beau, faut pas être trop épanoui, rien de tout ça, parce qu'en fait, ça dérange les autres. Et surtout, en fait, on a peur de pas être aimé comme ça. Donc, on se fait plus petit, on fait semblant de pas voir nos qualités, les compliments, on sait pas les recevoir. Quand quelqu'un nous fait un compliment, si là, tout de suite, je te dis que t'es magnifique depuis que je suis arrivée dans la pièce, j'ai vu que t'avais des yeux bleus, magnifiques, bleus ouverts, je suis pas sûre, peut-être que tu vas pas savoir quoi faire de ça. Tu vas peut-être me dire ah merci toi aussi, ou ça me gêne, tu vas pas savoir quoi en faire, mais parce que c'est ce qu'on nous apprend. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de te faire un cadeau et toi tu coupes ça parce que si je le reçois et que je le prends et je dis ah merci, c'est vrai, t'as raison, elle va penser que je suis orgueilleuse, elle va penser que je suis narcissique, donc en fait elle va plus m'aimer, je vais la décevoir. C'est encore un désamour de soi que de pas savoir se valoriser, reconnaître sa lumière, reconnaître, ses points forts, etc. Et en fait, c'est hyper orgueilleux parce que c'est juste une stratégie pour garder le contrôle sur ce que l'autre pense de toi. Et au final, tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans inconsciemment peut-être la manipulation aussi de te donner cette image que tu voudrais diffuser alors que c'est pas la c'est pas la vérité. Et c'est inconscient. Et je le précise parce que beaucoup de gens me disent non, c'est totalement faux, c'est juste de la souffrance. C'est inconscient, mais c'est une stratégie pour manipuler ce que l'autre pense de toi. Donc c'est hyper orgueilleux en fait. Et au milieu de tout ça, il y a l'ego. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et est-ce que c'est vraiment possible d'apprivoiser cet ego dont on entend tant parler et qui peut faire même peur parce qu'on se dit c'est un peu le grand méchant loup, l'ego. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'apprivoise? On le met où? Qu'est-ce qu'on en fait dans une pièce? Où est-ce que je le positionne? Où tu vas? Alors moi, j'aime pas trop diaboliser l'ego. Il y a une phrase qui résume toujours tout ce que je pense, qui est l'ego est un très mauvais maître et un excellent serviteur. En fait, cette phrase, elle signifie vraiment que ton ego, il va toujours être très présent. Et heureusement, parce que si t'es quelqu'un qui n'a plus d'ego, tu es donc psychotique, en fait. Donc le principe n'est pas de plus avoir d'ego. Le principe est simplement de ne pas le laisser leader, de ne pas le laisser prendre le lead, en fait, sur ta vie, et de savoir surtout l'observer, parce qu'en fait, l'ego, c'est ce qui va te permettre de te définir, de dire « je suis telle personne ». Moi, je suis Agathe, moi, je suis Chloé, je suis timide, je fais tout le temps les choses à la dernière minute et compagnie, tu vois. Et donc ton ego, il te sert à t'identifier et à savoir qui t'es, certes. Le problème aussi, c'est que du coup, l'ego, il aime pas le changement, il aime pas non plus quand tu remets en question ce qu'il croit, il aime pas non plus la capacité que tu as à te dépouiller de tes masques, de tes personnages, etc. Parce que ce qu'il veut, c'est te garder en sécurité. Il veut que tu sois Agathe, qui fait ça, et qui est comme ceci, et qui est comme cela. Parce que c'est ce qui te garde en sécurité, c'est ce qui va surtout pas chercher à bousculer les choses, tu vois. Donc l'ego, il n'y a rien de mal en soi. C'est vraiment très sain d'avoir un ego, aussi pour être incarné en tant qu'humain et un humain sain d'esprit, entre guillemets. Le problème étant que, du coup, dès que tu veux commencer un peu à éveiller ta conscience, à l'élargir, ou que tu veux apprendre à te connaître sous d'autres aspects, tu vas forcément y être confronté. Donc l'idée, c'est de l'apprivoiser. Et moi, je pense qu'on peut totalement apprivoiser notre ego. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas présent. Et tu peux l'observer. Et tu peux l'observer de plein de manières. Tu vois, par exemple, si tu médites et qu'à la fin de ta méditation, tu te dis « Ah, c'est génial, j'ai médité tant de temps, punaise, c'est trop bien aujourd'hui, j'ai bien médité, je suis super fière de moi. » Ça, c'est ton ego. Tu vois, c'est ton ego. Donc, il n'y a rien de mal, mais c'est OK à quel point tu es capable de l'observer, justement, pour avoir une pensée plus large. Moi, l'ego, je le vois un peu comme celui qui bloque, qui met un peu des œillères et qui empêche d'avoir une vision plus large de soi et de la vie, en fait. Donc, si tu veux voir plus large, être plus large, t'autoriser à plus large, va falloir apprivoiser l'ego et savoir lui dire « Ok, bon, là, t'es mignon, mais moi, j'ai envie de remettre ça en question. » Et comment tu sais qu'il est temps justement d'arrêter les remises en question, parce qu'on peut creuser très très loin, à se poser des questions, à chercher toujours plus loin, plus large, à regarder de manière plus ouverte, et ça peut être sans fin et ça peut être très perturbant. Comment tu sais qu'à un moment donné tu te dis ok, je vais rester sur cette version, elle me convient, elle me rend bien, et si je vais plus loin, je vais commencer à devenir un peu cinglée. Donc c'est quoi comment tu peux déterminer ce moment-là? Eh bien, en fait, pour moi, c'est la différence entre chercher à mentaliser les choses ou chercher à ouvrir un peu son prisme, tu vois. Quand tu mentalises, t'as besoin de toujours tout expliquer, tout comprendre, tout justifier. Et ça, c'est l'ego, encore une fois. Tu vas chercher à tout mentaliser, etc. Alors que si tu te laisses porter dans le flow et tu cherches à vivre les choses et que t'es bien avec ce que t'es en train de vivre et que tu ne cherches pas à expliquer ou rationaliser, c'est pas ton ego, t'es juste dans le flow, tu laisses vivre ton truc. Si tu commences à considérer que tu as toujours du travail à faire, que tu dois toujours être en train de guérir quelque chose pour te sentir complet,
là, t'es tombé dans un biais, et encore une fois, c'est aussi lié à l'ego, de se dire, en fait, c'est pas assez, je dois comprendre plus, je dois faire ça, il y a encore une autre version de moi, il y a encore une autre histoire, bon, j'ai encore des trucs à enlever, j'ai encore des trucs à nettoyer, je dois encore me guérir de certaines choses, j'ai encore des masques à enlever. Et au final, le moment présent, il est où là-dedans ? Quand est-ce que tu apprécies ce que tu as ? Donc non, c'est en fait, ok, bon là, je souffre de quelque chose, je travaille là-dessus, je m'en dépouille, et voilà, et ça suffit, j'aime ce que j'ai. Et puis, t'inquiète pas, la vie, elle va être très intelligente pour te ramener sous les yeux ce que tu as besoin d'aller embrasser et de guérir, évidemment. Alors tu dis, on arrive à la fin de ce podcast, incessamment sous peu, déjà, et il me reste 2 petites questions, et il y en a une où je vais te citer. Tu dis dans ton livre « Je suis en chemin et je ne peux prétendre m'aimer totalement et inconditionnellement ». Est-ce qu'on peut un jour vraiment s'aimer totalement et inconditionnellement ? J'en sais rien. Je sais pas, je sais pas. Je peux parler que de choses que je sais, et tout ce que je sais, c'est que je sais pas. Franchement, j'en sais rien. On était parti sur quelque chose de très philosophique. Mais je vais poursuivre dans la philosophie parce que tu dis aussi dans ton livre qu'il faut qu'on ait tous un jardin à cultiver. En lisant ça m'a fait penser, bien évidemment, je suis passée par le lycée français avec le bac français où on a tous étudié Candide de Voltaire avec cette fameuse phrase « Il faut cultiver son jardin ». Et ça a forcément fait écho et on se dit qu'il y a des enseignements qui datent quand même pas d'hier. En quoi on est tous un jardin à cultiver et comment on cultive son jardin du coup ? En fait, tout ce que tu es, tout ton esprit, ton cerveau, ta conscience, ton cœur, tout ça, c'est du terreau ultra fertile. On est des êtres créateurs, on peut créer tout ce qu'on veut. Il faut partir du principe qu'on est arrivé sur Terre en étant des êtres de terreau et que tout ce que tu veux y faire pousser, ça va pousser. Donc, choisissons très précautionneusement ce qu'on veut y planter. Et on peut planter vraiment des graines de mauvaises herbes, plein de trucs. Dans les médias grand public et dans plein de choses, il y a aussi beaucoup de mauvaises graines qui sont plantées. Et donc, si tu veux aussi cultiver ton jardin en choisissant précautionneusement les pensées que tu as envie de faire pousser, les relations que tu as envie de faire pousser, qu'est-ce que tu veux arroser comme relation, les relations que tu entretiens parce que ça fait 10 ans que tu es pote avec une personne alors que finalement la relation ne te nourrit plus ou que tu as vraiment envie d'accorder du temps à ses proches que tu aimes, etc. Tu vois ? Donc, les relations, les pensées, les habitudes, tout ça, en fait, tout ça, c'est... Tu viens, t'es un gros terreau, j'aime bien prendre ça comme ça, choisis ce que tu veux vraiment faire pousser. T'es un jardin à cultiver constamment. Et puis, c'est aussi cette idée de comprendre que tu es un jardin et un jardin, c'est pas juste ce qu'on voit. Donc, ça sert à rien de cultiver l'image de soi et les beaux petits masques et les beaux petits parterres de fleurs si la terre en dessous, elle est en train de pourrir parce qu'il y a plein de choses de chez toi que tu détestes, que tu n'as pas embrassé, que tu n'as pas accepté, que tu ne veux pas révéler. Donc, pour moi, c'est un peu, laboure ta terre. Va mettre les mains dedans, tu vois. Fais ressortir les choses, va embrasser tes racines, va voir ce qu'il y a à la racine, mets les mains vraiment dans la terre. Et tu verras que les jolies fleurs, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un jardin en bonne santé, tu vois, qui ait plein de choses qui poussent et que tu peux choisir ce qui pousse aussi. Et sur cette très belle métaphore, merci beaucoup, beaucoup Chloé d'être passée dans Graines de Métamorphose, où donc on essaye de planter des bonnes graines pour nous partager donc tous tes enseignements et tes pistes pour cheminer. Je rappelle donc que ton livre Déployer l'amour de soi est paru aux éditions Erol et est disponible partout. On peut aussi te retrouver sur ton site chloébloom.com ou sur les réseaux sociaux en tapant @chloébloom. Encore merci pour ce moment et à très bientôt, j'espère. Merci pour toi, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @grainesdemétamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.